d'un extrait de la Concordance du temps. Oui, peut-être, oui, c'est peut-être bien expliqué un petit peu. C'est une histoire qui se passe entre un très très vieil homme, qu'on appelle l'homme du phare, parce qu'il est sur une plage à côté d'un phare, et d'une très très jeune fille. Et donc une histoire d'amour qui va se passer entre eux, mais il faut les voir non pas seulement en tant que personnages, mais en tant qu'entité. Elle représente la jeunesse, il représente la vieillesse. Vous pouvez y aller, oui. Je fais la jeune fille. Vous êtes... Je suis vieux. Vous êtes le vieil homme du phare. Je suis... Vous êtes... Je suis beaucoup plus jeune que vous. Je suis beaucoup plus vieux que vous tous. Plus vieux que le phare. J'étais enfant quand ils l'ont bâti. Et déjà, il montre des signes de faiblesse. Il s'enfonce dans le sable, chaque jour un peu plus. Moi aussi. Chaque jour un peu davantage. Je m'enfonce, je cherche l'eau. Vous devez vous sentir bien seul là-haut. Vous devez être bien entouré, là, en bas. Je suis partie. Je manquais d'air. Qu'est-il arrivé à vos yeux? Ils sont si clairs. Personne ici n'a ces yeux-là. Les garçons du village ont des yeux qui me tirent par les cheveux, des yeux qui brûlent mes vêtements, des yeux qui me transpercent le ventre. Vous êtes ici parce que vous avez peur des yeux de ces garçons? De leurs yeux, de leurs jambes qui courent trop vite et ne savent même pas marcher, de leurs mains qui veulent arracher et ne savent pas caresser, de leur poitrine qui peut respirer et ne sait pas s'ouvrir au vent, de leur poitrine creuse où rien ne résonne, de leurs hanches qui se font haches. Vos yeux, je ne vois que... Vous êtes très jolie. Vous n'avez tous que ces mots-là à la bouche. Tu es jolie, jolie, jolie. Où est l'eau ici que je me lave de tout ça, de ma joliesse? Dites-le. Dites-le, comment enlever ce mauvais sort tatoué sur mon corps? Vous avez un visage régulier. Votre corps est bien proportionné. Vos seins sont magnifiquement galbés. Votre taille est fine. Vos jambes sont lisses et dorées. Vos chevilles sont délicates. Votre peau est veloutée. Vous êtes appétissante. Vous préféreriez être laide. Vous n'aimez pas plaire. Je me plais. Leurs regards ne me plaisent pas. Des mouches collées sur ma peau. Dans vos yeux, vous, je ne vois que la lumière. Vous, le ciel. Vous, mon reflet. Vous, je me vois tel que je suis. Vous, vraiment. Dans vos yeux, vous, il y a le reflet de celui que j'étais. Vous, sans barbe. Vous, les cheveux noirs. Vous, la peau tannée par le soleil et le sel de la mer. Vous, le vaillant. Vous, l'infatigable. Vous, l'homme fort. Vous, Capable de vous emporter sur son épaule. Vous. Vous, je vous aurais peut-être épluché. Vous, lentement. Vous, doucement, en faisant de longues pelures. Vous, avec délectation. vous, si leurs yeux m'avaient regardé comme vous le faites maintenant. Vous, si leurs mains étaient restées aussi légères. Vous, peut-être oui, je les aurais effeuillés jusqu'à leur cœur. Vous, tendre, croquant. Vous, Quel festin! comme ce serait bon. Je suis vieux. Je suis si jeune. Et dans un autre registre, Christine a écrit « N'en a qu'une autre prudence » en 2010. Le petit livre de Christine Vanacker pourrait, par sa façade joliment historiée, sembler destiné aux enfants. Pourtant, Rabelais lui-même aurait rougi à la lecture de cet opus. Christine Vanacker engrosse la langue avec entrain pour lui faire des enfants pétants de santé et d'insolence. Et l'artiste Johann Armand Gilles
présente une imagerie haute en couleurs et dépeint un univers loufoque. Christine, qu'est-ce qui vous a amené dans cet univers poétique qui évoque la gaieté libre et la verve truculente de Rabelais? C'était au départ, comme pour la Concordance du Temps, un atelier d'écriture dans lequel je m'étais inscrite. Eva Cavian anime des ateliers d'écriture en Belgique et c'était sur le thème de Rabelais. Et donc voilà, en un week-end, cette histoire est née. Elle ne serait pas née autrement. Et après, je l'ai développée et je me suis vraiment amusée à lâcher toutes les barrières de la pudeur, des convenances, de la morale. Je me suis amusée là-dedans comme un enfant. En fait, j'ai pensé comme aux enfants qui sont à la maternelle le premier jour et qui reviennent en disant à leurs parents cacaboudin. Et donc vraiment là, je me suis lâchée, et c'était un plaisir immense, une liberté très grande, vraiment. Et parfois, en écrivant, je me disais « Oh non, je ne vais quand même pas écrire ça ». Et puis l'autre voix, le petit démon en moi, le bouffon qui est en moi, disait « Si, tu écris ça, vas-y ». Donc voilà, c'est mon seul livre cochon. Dans un autre livre, Où sommes-nous, en 2010, vous mettez en scène des êtres qui semblent perdus ou qui se cherchent. Où ils cherchent à se perdre. Vous avez un scientifique, un enfant fugueur, un poisson qui étouffe dans un bocal. Où sont-elles, ces personnes croisées sur le chemin de l'auteur, ou simplement évoquées par un voisin, par un fait divers, un entrefilet à la radio, ou sont passées à travers les tamis de son écriture? Où sommes-nous tourne autour de la disparition. Disparition de personnages, de leurs raisons, de leurs contours, de leur identité. Disparition de la notion même de personne. Vous voyagez dans des mondes parallèles. Chaque créature est en quête d'un ailleurs plus satisfaisant. Est-ce bien cela? Je ne sais pas s'il est satisfaisant. En tout cas, il est ailleurs. Mais qu'est-ce que l'ailleurs? C'est une question qu'il faut se poser. Moi, je m'intéresse beaucoup à la science, notamment à la physique quantique. Sans être une spécialiste, hein, je serais incapable de vous parler de la physique quantique, mais je sais que ça m'intéresse, il y a des choses qui m'intéressent, comme ça, c'est une sensibilité commune avec les chercheurs, avec les scientifiques. Je crois que les scientifiques et nous, les artistes, on a beaucoup de choses à se dire et beaucoup de choses en commun. Et donc oui, pourquoi se limiter à notre première vision des choses, à notre première réalité? On sait, toujours pour la physique quantique, que la réalité dépend de l'observateur. Et que nous pouvons être à plusieurs endroits en même temps. Alors pourquoi ne pas exploiter ça aussi dans la vie? C'est un peu comme si, quand on achète une maison, on n'y mettait que des murs, c'est tout, et rien d'autre. Quand on achète une maison, nous, on y met de quoi s'installer, de quoi être confortable, de quoi la décorer, de quoi la rendre personnelle. Donc notre vie, pourquoi ne pas la voir de cette façon-là aussi? Dans votre site Les Grands Lunaires, vous mettez une lettre de Jean d'Albert Camus, qui, quand il a reçu le prix Nobel de la paix, a remercié son professeur d'avoir été là, parce que c'est grâce à son professeur si Albert Camus est devenu le grand écrivain que nous connaissons. Alors à ce moment-là, et vous avez dit aussi dans cette émission, le maître est-il celui qui sait ou celui qui s'ouvre au savoir naissant de l'autre? Vous-même, qu'en pensez-vous? J'ai réalisé une émission de radio qui s'appelle Au nom du maître, où j'interrogeais plusieurs personnes sur leur maître. Et ce qui apparaissait régulièrement, c'est que le maître n'est pas forcément celui qui veut enseigner quelque chose. C'est la personne qui fait émerger des choses en vous. J'ai lu le livre de Jacques Rancière, Le maître ignorant. C'est très intéressant à ce sujet-là. Il raconte notamment, il parle d'un enseignant qui est parvenu à enseigner la langue, je crois flamande ou française, je ne sais plus dans quel sens c'était, à des étudiants de l'autre langue, sans connaître lui-même cette langue. Il a fourni un livre en 2 langues, et puis à partir de ce livre, les gens ont appris, ils en ont discuté ensuite. C'est une méthode que j'applique aussi parfois avec mon fils quand il a un travail à faire, ou une matière qu'il n'a pas bien comprise, en maths notamment. Je lui demande de m'expliquer, moi, et il faut que ce soit clair pour moi. Une fois que c'est clair pour moi, ben, ce sera acquis pour lui. Nous sommes peut-être aussi, nous, chacun de nous, maîtres involontaires vis-à-vis d'une personne. Donc il faut y penser aussi dans nos relations avec les gens, notamment dans les rencontres
avec les jeunes dans les écoles. Je me dis, peut-être une de mes paroles sera importante, et ce n'est pas celle que j'ai décidée, ce sera peut-être une autre. On ne le sait pas. Il y a tellement de sujets intéressants quand on écoute Christine qu'on doit couper. Elle a aussi écrit un livre semblable à celui de l'attente. L'an dernier, Amandine Ferron écrivait un livre pour jeunes apprenants et Christine aussi a fait le même apprentissage. Et je pense que c'est pas facile d'écrire quand à des jeunes, à des personnes, pas des jeunes nécessairement, à des personnes qui peinent à lire. Oui, j'ai d'ailleurs ajouté dans le manuscrit, qui n'est pas terminé, qui doit encore être lu et relu et recritiqué et revisité. J'ai ajouté à la fin que je remercie l'association Lire et Écrire qui a initié ce projet pour m'avoir permis d'écrire le manuscrit le plus difficile au monde. Parce que on ne se rend pas compte, même l'expression je me rends à la gare, par exemple, ils ne savent pas ce que c'est. On ne se rend pas à une gare, on va à une gare. On m'a raconté pendant la lecture de mon manuscrit, où il est question d'une vieille dame qui peint des choses et qui aime bien peindre les choses comme elle les voit elle, c'est-à-dire elle peut peindre un arbre tout bleu. Et une dame qui semblait ne pas réagir, qui s'est relevée comme ça, qui a dit « mais c'est pas possible, on ne peut pas écrire ça dans un livre ». Donc voilà, il faut trouver la juste mesure entre ce que moi, l'auteur, j'ai envie de mettre, et entre ce que eux peuvent tolérer pour qu'ils ne lâchent pas le livre. Donc il faut de l'action, pas trop d'introspection, enfin c'est vraiment et puis un vocabulaire châtié, des termes très exacts et pas trop compliqués, des phrases courtes. Le cahier des charges est énorme. Et bon, ça en vaut le jeu en vaut la chandelle. Et puis ça permet d'être humble aussi par rapport à l'écriture. Avez-vous d'autres projets d'écriture? Ah, le mot projet, j'aime pas ce mot-là. Disons que j'ai d'autres manuscrits en cours, j'ai une pièce de théâtre à terminer, un livre qui paraîtra l'année prochaine et qui parle de mon expérience dans la région où je vis, où parfois nous avons des amis de la capitale qui viennent nous dire bonjour et qui nous demandent si nous sommes adaptés, si nous sommes intégrés, comme si nous étions dans la brousse. Et puis bon, je suis dans la fin là, de l'écriture d'un manuscrit pour adolescents qui s'appelle Mon cher ami. Et il y a ce moment de flottement entre deux écritures où je ne sais pas très bien où je vais aller. Et il y a un petit théâtre là avec un rideau rouge. Et il est fermé pour le moment. Et puis de temps en temps, j'essaie d'ouvrir un peu le rideau et j'aperçois des petites étincelles, mais je ne suis pas encore sûre que ça va m'amener d'autres choses. Est-ce qu'il y aurait des questions pour conclure dans le public? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Oui? Comment conseillez-vous Ah, pas devant, oui. Il ne faut pas être devant le haut-parleur. Mais sans micro, on peut être devant le haut-parleur. Voilà. Pourriez-vous nous dire comment vous conciliez en vous Albert Camus et Milan Kundera? Ou alors, quelle question. Mais comme je disais tout à l'heure, on est des mélanges. Hein. Peut-être que quelques particules de Camus sont en moi actuellement. Peut-être que c'est un petit peu réincarné. Peut-être que j'ai une cellule qui lui appartient. On ne sait pas. Ça, c'est une grande question. Oh, oui. Non, c'est très difficile de se référer à des gens comme ça, des pointures. Ce qui me plaît chez Camus, c'est ce côté, c'est le fait qu'il vienne d'un milieu humble, d'une mère analphabète, qu'il ait pu s'en sortir. Parce que je m'apparente à lui, je viens aussi d'un milieu humble, de parents, surtout ma mère, illettrée. C'est des gens qui peuvent lire, mais qui ne peuvent pas... ma mère, la seule lecture qu'elle ait eue dans sa vie, c'est des romans photos. Quand elle voit un livre, elle se fie à la couverture. Elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ma grand-mère était complètement analphabète. Et elle me disait que